on l'a un peu oublié, hein, mais 2008, entre 2007 et 2009, on a connu une crise financière absolument considérable, mondiale, qui a eu des impacts justement aussi économiques et sociaux très très forts, Mhm. et qui a remis en question le rôle de la finance, où on a considéré que la finance était la coupable en fait, et Mhm. souvent à juste titre, parce que elle était allée dans des zones beaucoup trop complexes que plus personne ne comprenait, où la finance travaillait en vase clos pour elle-même sans essayer de répondre justement Mhm. à l'économie réelle, aux besoins réels. Et donc, en fait, c'est à partir de cette réflexion-là, de post-crise 2008-2009, qu'on s'est dit comment est-ce qu'on réoriente ce métier, comment est-ce qu'on réoriente la finance. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un pionnier de la finance durable, un homme qui incarne l'engagement pour un monde meilleur au cœur même de l'économie. Philippe Zawati est le président directeur général de Mirova, une société de gestion d'actifs dédiée à l'investissement responsable et durable. Un épisode inspirant, profondément engagé et riche en perspectives humaines. Bonne écoute! Alors, bonjour Philippe Zawati. Bonjour Virginie. Bienvenue dans le podcast Dialogue, dans lequel je reçois des personnalités inspirantes dans tous les secteurs et sur les thématiques notamment d'inclusion et RSE. Et je suis vraiment très honorée de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Voilà, bon. Donc en fait, votre spécialité, c'est la finance durable. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est pour que tout le monde comprenne bien ce sujet qui est un peu spécifique et niche et que tout le monde ne connaît pas? Alors, j'ai des réponses en 1 minute, 5 minutes, 2 heures ou Allez, un livre de 250 pages. Qu'est-ce que vous voulez? on va commencer par 1 minute. Non, mais la finance a un rôle absolument clé dans l'économie, on le sait, hein, c'est un rouage absolument essentiel. Or, nous faisons face aujourd'hui à des enjeux environnementaux, sociaux qui sont considérables de par le monde. Or, la finance est extrêmement innovante. Et a su montrer qu'elle était capable d'inventer des choses très particulières, mais souvent pas forcément dans la meilleure direction et au profit de justement la résolution de ces problèmes environnementaux et sociaux. Donc la finance durable, et c'est la mission de Mirova aussi, on est société à mission et c'est comme ça qu'on a décrit notre mission, c'est utiliser l'innovation financière au service de la résolution des enjeux environnementaux et sociaux. C'est-à-dire donc diriger l'argent vers ceux qui apportent des solutions. D'accord. Voilà. Et est-ce que justement ce type, d'investissement est accessible pour les petits investisseurs? Ou vraiment que des sociétés ou des grands groupes? Non, les 2. Aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié. Si vous prenez les investisseurs qui nous confient leur argent, chez Mirova, ça va de, l'investisseur qui va dans sa caisse d'épargne ou dans sa Ouais. banque populaire et qui achète un fonds d'investissement qui investit dans l'assurance vie, Voilà, c'est ça. jusqu'à des grands fonds de pension ou des fonds souverains, ou des compagnies d'assurance. Et ensuite, tout cet argent-là est regroupé chez nous dans des fonds et ensuite on redirige cet argent vers les énergies renouvelables, D'accord. l'économie sociale et solidaire, la mobilité électrique, enfin voilà, OK. des différentes choses. Donc en fait, ça peut être une personne, lambda, un individu, classique qui va, par exemple, ouvrir une assurance vie Bien et sûr. c'est vrai qu'à chaque fois, on nous demande dans quel, fonds on souhaite investir Et ça, c'est et important parce que voilà. ça, c'est nouveau. Ouais. C'est la réglementation qui l'impose aujourd'hui. C'est-à-dire que, Qu'elle soit présente dans les types de fonds dans lesquels on peut investir? c'est un dialogue qui est obligatoire maintenant, c'est-à-dire que tous les conseillers financiers doivent engager la discussion et demander les préférences environnementales et sociales à leurs investisseurs. D'accord. C'est une directive européenne qui a institué ça il y a quelques années bon, j'ai moi-même été un peu parmi Ouais, à la qui ont poussé Commission européenne. au niveau de la Commission européenne, qui ont poussé pour ces éléments-là, parce que c'est le début en fait d'une prise de conscience. On peut pas Bien sûr. donc entraîner les gens à investir, à devenir des épargnants actifs, Mmh. sans engager cette discussion, sans leur demander d'abord, où voulez-vous placer votre argent? Y a-t-il des endroits où vous ne voulez absolument pas que votre Ah argent bien sûr. soit dirigé? Oui, puis c'est plus engageant en fait quand on doit avoir confiance dans la mission pour laquelle on va investir aussi. Absolument. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que cette information reste quand même extrêmement complexe, extrêmement Ouais. opaque.
Et bon, la finance est un sujet compliqué et pas facile d'accès. Et donc, on a besoin d'avoir en quelque sorte des intermédiaires qui sont les banques, les conseillers financiers, les compagnies d'assurance. Et il est important que ces intermédiaires Passe le relais, en fait, fassent ouais. le relais et fassent de la pédagogie en quelque sorte et fassent Exact. passer un message simple et clair auprès des épargnants. Ouais, c'est vrai que c'est assez flou, souvent pour la plupart des personnes, tout ce qui est, finance et encore plus finance durable Évidemment. et justement la finance, c'est un univers, qui est quand même, très exigeant et comment on peut le concilier avec le côté durable? Le En fait, côté, responsable, en fait, comment concilier les 2? bon, d'abord, je vais vous dire que c'est pas facile, parce que, Ouais, on c'est a pas travaillé, pendant des années, sur ces questions-là, exact. qu'évidemment il y a des injonctions contradictoires, hein, Mmh. puisque d'un côté, il faut, réaliser du profit en fait, faire de la performance Mmh. financière, apporter du rendement, aux clients qui nous, confient leur argent et puis en même temps prendre en compte, des considérations, environnementales et sociales. Alors quelquefois, ça va assez facilement ensemble. Typiquement, aujourd'hui, dans les questions sur les sujets environnementaux, Mmh. on arrive à concilier les 2 plus facilement. Pourquoi? Parce que, il y a énormément d'innovation dans le sujet Ouais, c'est environnemental, vrai. des nouvelles technologies, les énergies renouvelables quand même où on sait qu'il y a un développement très fort, la Mmh. mobilité électrique, l'hydrogène, et cetera. Et donc, sur l'ensemble de ces sujets-là, il n'est pas difficile de trouver des opportunités d'investissement qui sont à la fois rentables et responsables, dans le sens de l'environnement. C'est beaucoup plus difficile quand on aborde les questions sociales. OK. Beaucoup plus difficile. De se justifier, en fait, Eh justement bien, parce que d'avoir, quelquefois, il y a une contradiction mmh, entre recherche d'un profit à court terme mmh, et puis résolution de problématiques sociales ou prise en compte d'impact sur l'emploi, sur la qualité de vie, sur la qualité du travail, sur les personnes qui sont en bas de la pyramide, comme on ouais, dit, les plus vulnérables. Et tout ça n'est pas forcément toujours compatible avec une recherche du profit à court terme. mmh. Et donc, on doit Comment vous arrivez faire justement ces à arbitrages-là savoir? Ouais. et essayer de sélectionner, de comprendre quelles sont les entreprises qui ont d'abord bien compris ces enjeux et qui font le maximum en leur capacité pour essayer de répondre à ces enjeux. Il y D'accord. a aussi de l'innovation quand même et des nouveautés dans le domaine, dans le domaine environnemental, dans le domaine social, mais c'est vrai que c'est une démarche plus difficile à réaliser. Surtout que vous avez été on va revenir sur votre parcours. Donc là, vous êtes à la tête de Mirova, qui est une filiale donc de Natixis, Ouais. dans le fonds, d'investissement, heu, responsable. Comment vous en êtes venu à créer ça, ce fonds-là? Quel a été votre parcours? Et surtout que c'était quelque chose de très innovant à l'époque et très peu répandu à l'époque où vous l'avez créé, en fait. Vous avez Alors, été très quand précurseur, on l'a créé, on était très précurseurs, ouais. puisqu'on a commencé à réfléchir en fait à ces sujets-là, dès disons début des années 2010 en fait, Ouais. c'est-à-dire, juste après la crise financière. En fait, il faut quand même bien voir, on a connu une crise financière absolument on a un peu oublié, hein, mais 2008 entre 2007 et 2009, on a connu une crise financière absolument considérable, mondiale, qui a eu des impacts justement aussi économiques et sociaux très, très forts. Mmh. Et qui a remis en question le rôle de la finance, où on a considéré que la finance était la coupable en fait, et Mmh. souvent à juste titre, parce que elle était allée dans des zones beaucoup trop complexes que plus personne ne comprenait, où la finance travaillait en vase clos pour elle-même, sans essayer de répondre justement Mmh. à l'économie réelle, aux besoins réels. Et donc en fait, c'est à partir de cette réflexion-là, de post-crise 2008-2009, qu'on s'est dit comment est-ce qu'on réoriente ce métier, comment est-ce qu'on réoriente la finance. Et Oui, qui là, est finalement pas si sûr et qui peut, et justement être perturbé, qui peut facilement. effectivement aussi aboutir à des vraies crises, quoi, Ouais. hein. Donc il y a une réflexion sur le métier lui-même. Comment est-ce qu'on on remet ce métier au cœur de la société, on lui redonne un peu ses lettres de noblesse. Et puis, évidemment, la montée des enjeux, notamment des enjeux environnementaux. 2009, c'est le moment d'une des premières COP Oui, OK, climat. c'est vrai. Alors, c'est pas les premières, mais une des premières COP climat qui a eu Plus un impact d'impact. médiatique très très fort, qui était la COP de Copenhague. OK. Et donc, on a des enjeux climat qui commencent à monter de façon très importante. Et donc voilà, Bah, c'est un peu ça le début de ma réflexion sur c'était ces une prise de sujets-là. conscience, à ce moment-là. Absolument. Dans votre parcours, donc avant de créer Mirova, vous avez toujours été, touché par ces sujets, justement environnementaux, climat, sociaux? Alors, Ou quel avait été plus sociaux votre qu'environnementaux, parcours? à vrai D'accord. dire. Moi,
je suis passionné, enfin, j'ai toujours été passionné de politique au sens un peu noble du terme, Oui. c'est-à-dire de comment est-ce qu'on peut interagir et avoir un impact sur la société. Mmh. Et donc, j'ai été actif dans des mouvements politiques et sociaux bien avant de le faire dans le cadre Dans la finance. de la finance. Et ça, c'est intéressant, justement, j'en parle assez souvent, c'est justement ce réalignement, c'est-à-dire cette capacité de se dire, on peut utiliser son métier pour Avec cet défendre engagement. aussi un certain nombre de valeurs. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas ressenti, enfin, qui est pas de ma génération, Ouais. qui est très aujourd'hui très prégnant dans les jeunes générations. On le voit avec les bifurqueurs, C'est vrai. toutes les réactions dans les écoles de commerce, etc. Mais bon, à mon époque, c'était très peu le cas. On avait finalement des engagements à côté de son travail, et puis son travail qui était quelque chose d'un peu différent, plus plus traditionnel, traditionnel. plus institutionnel. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte qu'on pouvait combiner les deux, ça a été un moment très, très, très intéressant, très fort, où on Ah. peut se réaligner. Voilà. Et puis donc les sujets sociaux, les sujets d'égalité des chances ont toujours été des sujets Qui vous ont touché, que j'ai trouvé très importants, enfin, qui me touchent personnellement, parce que bon, moi, je viens d'un milieu, voilà, modeste. Enfin, j'ai fait mes études dans les quartiers nord de Marseille, et donc OK. je vois bien aujourd'hui la Vous voyez les difficulté. enjeux, en fait. Je vois les enjeux tels que je les ai connus moi, il y a quelques décennies, mais les enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui. Mmh. Quand je suis retourné dans mon collège il y a quelques mois pour Ouais. parler, Ah, heu c'est chouette, vous faites des interventions oui, aussi, j'essaie de faire de ça de temps en sensibilisation un temps. petit peu, Et c'est vrai que je ouais. me dis, est-ce que finalement ces jeunes qui ont 12-13 ans aujourd'hui, ont la capacité, est-ce que la société leur offre, la petite voie de passage que moi j'ai réussi à prendre? Je suis pas convaincu. Je pense qu'on la Ouais, il y a encore 2 poids, cette 2 mesures. situation s'est un petit peu dégradée par rapport à ce qu'on avait, il y a quelques temps, ouais. Et vous avez toujours voulu travailler dans la finance? Pas du tout, C'est ah oui, ça s'est fait un peu par hasard, pas du tout. Alors là, franchement, là, c'est un hasard c'est pas une absolu. passion depuis Non, non, pas du petit, tout. Non, non, moi, ma passion, elle est, quand j'étais, étudiant, ma passion, elle était principalement sur, la politique, l'histoire, la littérature, voilà. OK, d'accord. C'est ça mes passions, OK. et sans doute, et la technologie, j'allais dire. La technologie, Au sens large du terme. et voilà, et le jeu d'échecs et la techno, et voilà. OK, C'était d'accord. ça mes passions quand j'étais ado. Et puis en fait, on est dans un système éducatif que vous connaissez, qui fait que quand on est bon en maths, on est poussé vers les maths. Et donc j'ai fait des maths, j'ai fait, Le une bac prépa maths, S, voilà. et j'ai fait voilà, un parcours, je dirais, assez classique. Ouais. Et c'est vrai que, au début, des années 90, bah, la finance était un monde un peu rêvé. Mmh. Il n'avait pas cette image très négative qu'on a Oui, c'était aujourd'hui. un peu une fin en soi de travailler dans la C'était finance. quelque chose d'extraordinaire, Ouais. hein. C'était le piédestal, c'était Mmh. voilà, c'était, l'endroit où il y avait les lumières, où Il y avait l'élite, en fait, il y avait ouais. l'élite, voilà, y compris des élites, des écoles d'ingénieurs qui avant fabriquaient des ponts ou des autoroutes, se sont redirigés vers la finance. Donc je suis allé vers ça assez naturellement, ouais. Et donc vous avez intégré, Natixis En 2007, en 2007 oui. sur de la finance plus traditionnelle. J'étais le numéro 2 de la gestion d'actifs à Paris de Natixis, oui. Et ensuite, quel a été le chemin vers, Mirova? Quel a Alors on a été on commencé vous a fait à confiance, on vous a donné une mission, c'est vous, de votre initiative? C'est un peu de tout ça, Ouais. c'est un peu de tout ça. C'était, donc, il faut voir que Natixis, au moment où j'arrive en 2007, c'est une entreprise, la partie gestion d'actifs de Natixis à Paris, c'est, entre 300 et 400 milliards d'euros qui sont sous gestion, donc c'est des grosses sommes, un acteur très important. Mmh. Et et donc, à partir de 2008-2009, cette réflexion me conduit à faire des propositions pour, intégrer de plus en plus les facteurs environnementaux et sociaux dans la gestion. Et là, c'est vrai que je me rends compte que c'est sans doute beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que, les équipes, les gérants, les clients, le marché ne sont pas prêts à ça. OK. Et donc avec, quelques collègues, on commence à se dire que finalement, il serait plus efficace, de faire ce que les informaticiens appellent un proof of concept, OK. donc une démonstration Mmh. que ceci est possible, à une échelle suffisante. Et donc, D'accord. on a décidé de créer une structure, indépendante, enfin à Mmh. côté, donc on a fait un petit découpage, OK. de 3 milliards sur les 300 milliards, et on a créé Chouette Mirova avec ça. découpage, ouais. Et on a créé Mirova avec ça en se disant: «On va essayer de démontrer que, qu'on peut faire
de la finance avec une forte conviction, Mmh. d'avoir un impact environnemental et social, mais tout en faisant ça à une échelle qui soit suffisante. Ouais. Pas quelque chose dans une niche ou une petite Et que ça a un démonstration, impact, mais et que que ça ce ait un soit impact visible. réel et montrer qu'on peut effectivement passer à une échelle plus importante. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je crois qu'on a plutôt réussi à le Pas mal. démontrer, puisque aujourd'hui, on gère un peu plus de 30 milliards d'euros et on a, C'est énorme. voilà, il y a des équipes qui sont maintenant un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, Vous êtes nombreux chez Miro? on est 300 à peu près. D'accord. Et en fait, quand vous avez fait ce test-là de proof of concept, vous avez dû, justement, séduire des entreprises pour Tout à qu'elles fait. jouent le jeu et pour qu'elles vous suivent. Ouais. C'était des entreprises un peu dans quel secteur? Des grandes entreprises, des grands groupes? Ou peut-être des entreprises plus confidentielles? Alors, nous, on doit plutôt séduire des investisseurs, Des en fait, investisseurs, hein. OK. C'est plutôt séduire des investisseurs de nous faire confiance et de leur dire: «Voilà, nous, on va orienter l'argent». Par exemple, on va vous faire des portefeuilles dans lesquels on n'investit pas dans les industries fossiles, dans l'exploration du pétrole, ce qui, il y a 10 ans, était quelque chose de tout à fait, Normal. difficile à écouter, à entendre de la part des investisseurs. Ils considéraient que c'était pas Bah, raisonnable et voilà. de ne pas investir dans cette partie de l'économie. Donc nous, on a dit, voilà, on va réorienter l'argent plutôt vers des secteurs qui ont un impact positif. Donc, convaincre les investisseurs et faire de la pédagogie auprès des entreprises. C'est plutôt ça de la façon dont on D'accord, fait, OK. puisque nous, on reçoit de l'argent. Donc, il faut convaincre nos clients, ce sont les investisseurs. Et ensuite, on investit dans les entreprises. Et là, on a un rôle d'engagement avec les entreprises. C'est-à-dire, on est leur actionnaire. Donc, on a un pouvoir de vote, par exemple, dans les assemblées générales D'accord. dans ces entreprises. On a un pouvoir d'influence auprès de ces entreprises. Oui, d'où la Et donc, pédagogie qu'il faut avoir en exactement. Et amont, donc, quoi. on leur explique que nous, en tant qu'actionnaires, Mmh. on a des attentes vis-à-vis d'elles qui Mmh. sont pas uniquement des attentes de profit. Oui, c'est vraiment donnant-donnant. On essaie de trouver, gagnant-gagnant, en fait, de chaque côté. Exactement, exactement. Donc, rentrer effectivement dans un dialogue avec l'entreprise en lui montrant que nous avons identifié des enjeux qui nous paraissent clés, mais qui nous paraissent clés aussi pour le développement de l'entreprise à long terme, hein. C'est-à-dire simplement, on élargit le focus aussi, hein. C'est-à-dire que malheureusement, on a un système financier qui est beaucoup trop court-termiste, beaucoup trop focalisé sur le résultat là tout de suite. Mmh. Et donc, nous, le message qu'on fait passer, c'est il faut élargir ça, il faut aller regarder plus loin. On a des enjeux qui sont plus lointains, mais qui sont aussi des enjeux très importants pour la résilience de ces entreprises à long terme. Et surtout qu'en fait, on le sait bien maintenant, toutes les grandes entreprises comme les plus petites développent, vraiment leur département, de responsabilité sociétale Bien sûr, en entreprise bien sûr. et environnementale. Donc ça vient aussi s'inscrire dans cette politique-là. Mais c'est aussi une conséquence de ça, je pense. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi parce que les investisseurs ont passé ce message-là Oui, en leur disant, en disant aux entreprises, alors pas que les investisseurs, hein, les ONG, la société oui. civile, la réglementation, l'ensemble de ces acteurs-là ont Ont fait ouvert passer, la voie, ont en ouvert fait. la voie. Et donc les entreprises répondent en quelque sorte à ces besoins et à la façon dont la société leur demande d'agir aujourd'hui. D'accord, tout est vraiment, lié. Et d'ailleurs, vous avez toujours été très investis, au niveau de la Commission européenne pour faire Ouais. passer tous ces sujets-là pour contribuer à la finance durable, bah, en Europe. Et vous avez aussi été à l'initiative de Finance for Tomorrow. Et est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, là-dessus? La réglementation, c'est un élément clé, évidemment, Oui. hein. Donc, c'est pour ça que Ça on a... a été, excusez-moi, je vous coupe, Oui, mais ça a oui. été, décidé après la création de Mirova? Après, alors on a, La si vous voulez, réglementation est il venue y a des... après? Oui, bien après. En fait, D'accord. il y a eu des moments très importants. On a créé Mirova donc, aux alentours entre 2012-2013. Si vous voulez, il y a quand même quelques moments clés. Il y a 2015, Mmh. qui est la COP 21. De Copenhague, donc Et la non, la COP de Paris, de Paris, en OK. 21, la COP 21 à Paris, en 2015, qui est vraiment le moment clé. C'est les accords de Paris sur le climat. D'accord. Et c'est le moment où réellement il y a une double prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de la part des politiques, des scientifiques, que sans la finance, sans l'argent, on va pas y Pas arriver. nulle part. Et il y a la prise de conscience inverse de la part des entreprises que le climat est un vrai sujet de risque et d'opportunité pour elles dans l'avenir. D'accord. Donc cette double prise de conscience fait que du coup, on va avoir maintenant les entreprises et le business et l'économie qui sont Qui vont- extrêmement présentes et qui vont se mobiliser.
Ça, c'est 2015. À partir de là, vous avez un mouvement effectivement de régulation, de réglementation qui commence à s'enclencher, notamment en Europe, à partir de 2017-2018, pour modifier le système financier et essayer y insérer des éléments de finance durable. Et c'est très important parce que sans la régulation, sans la réglementation, on n'arrive pas à généraliser les choses, on n'arrive pas Oui, bien sûr. à les diffuser. On a toujours quelques acteurs pionniers, mais il y a des acteurs qui refusent d'avancer. Donc, il n'y a que la réglementation qui Comme permet tout, effectivement s'il n'y a pas de de... sanction, de toute façon, on n'avance Bah, pas. c'est un peu ça. Alors, il faut que la réglementation se fasse de façon intelligente, se fasse en discussion avec les acteurs du marché, parce que Vraiment en sinon... collaboration, sans être... Exactement. Et donc, c'est pour ça que nous, on a toujours pensé que Mirova n'était pas seulement un acteur d'investissement, enfin, la façon d'agir n'était pas seulement en investissant, mais encore une fois, en étant au cœur des discussions, en discutant, en s'engageant avec les autres. Donc, en s'engageant avec les régulateurs et les politiques, donc c'est ce qu'on a fait avec la Commission européenne, en s'engageant avec nos pairs, en essayant de créer des communautés, c'est ce qu'on a fait en créant Finance for Tomorrow, et en s'engageant avec les entreprises dans lesquelles on investit. Et donc là, c'est toute notre politique, effectivement, de discussion et de dialogue avec les entreprises. Et en parlant de dialogue, vous êtes très présent dans les prises de parole, les conférences, vous intervenez régulièrement. Et pour vous, justement, c'est important de pouvoir diffuser cette information et de donner peut-être envie à d'autres personnes de suivre le chemin de la finance durable, finalement. Tout à fait. Aux personnes qui sont, je ne sais pas, peut-être des étudiants ou des personnes qui sont dans la finance traditionnelle, comme on disait, et qui cherchent peut-être plus de sens dans leur... Tout à fait. dans En leur fait, activité. je pense qu'effectivement, c'est important d'expliquer. C'est important d'expliquer aussi les difficultés, aussi les contraintes qu'on a, parce Oui, il n'y a pas que du que positif. parce que sinon, on va avoir une vision quelquefois trop binaire en se disant... parce que la finance durable, il faut aussi voir qu'elle est très fortement contestée. Hein. C'est pas un... Par les traditionnels, vous voulez dire? Elle Ou est contestée des deux côtés. Elle est contestée par des gens qui disent, notamment aujourd'hui aux États-Unis, c'est quelque chose de très fort. Il y a une polarisation très très forte autour de ça, qui disent que c'est une finance qui a une visée politique et que donc elle est contestable pour cela, et donc qu'il faut laisser les acteurs du marché agir de façon libre, sans les pousser vers sans les contraindre et les obliger à avoir des positionnements dits politiques. Et puis elle est attaquée par d'autres personnes dans l'autre sens en disant: finalement, c'est un leurre. Ce que vous faites, c'est du greenwashing. En réalité, vous n'avez qu'un impact très faible. Et donc, vous voyez, on est souvent confronté à ces deux critiques-là. Et donc, c'est une ligne de crête qu'on est obligé de trouver entre les deux. Et je crois que cette ligne de crête, elle ne fonctionne que si on a une forte conviction et une forte sincérité. Et donc, l'idée de vouloir en parler, c'est justement démontrer ça, montrer que c'est pas effectivement blanc-noir, c'est pas facile, on est dans un monde complexe, oui, c'est pas binaire. mais on essaye de trouver une voie et d'apporter voilà, notre petite pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, avec Mirova, quelle a été votre plus grande fierté? Quelque chose que vous avez réussi à obtenir, je ne sais pas, que vous cherchiez à obtenir depuis longtemps, que vous avez réussi à faire, par Bon, il y en a exemple? beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, au niveau réglementaire, le travail du groupe d'experts de la Commission européenne en 2017-2018 a été un élément très, très important. Ensuite, on est un des acteurs aujourd'hui majeurs du financement de la transition énergétique en Europe. Et maintenant, on l'étend au niveau mondial. Je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, ça paraît assez évident, mais il y a 10 ans, 15 ans, ça l'était moins. Très précurseur. On a été, je crois, parmi les tout premiers à s'intéresser au marché des obligations vertes, par exemple, et on a, je crois, structuré ce marché-là. Aujourd'hui, on essaye de faire la même chose sur le marché des crédits carbone. Donc, ça, c'est les fiertés, c'est la fierté de l'innovation, d'être toujours un peu en avant. Ouais. Et puis, l'autre fierté, c'est vraiment d'attirer des gens de qualité, et notamment des jeunes qui frappent à notre porte pour venir travailler. Et donc ça, c'est quand même une grande fierté, qui disent: on veut travailler chez Mirova parce que justement, il y a cette conviction, Oui, cette conviction forte. une entreprise à impact, quoi. Exactement, on est société à mission, on est entreprise à impact, et je crois que cette visibilité-là est aussi une grande fierté pour nous. Et justement, vous avez été, avec Mirova, un peu un exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement
green qui se sont créées suite, à Non, votre il y réussite? en a d'autres, bien sûr, heureusement, il y en a d'autres. On n'est pas seul sur le marché, on n'a jamais été seul. Il y en a même qui ont commencé Ah, même avant nous. d'accord. Je crois que notre particularité, c'est effectivement cette volonté d'avoir voulu à la fois passer à une échelle plus importante, Mmh. d'avoir une vision beaucoup vraiment holistique, c'est-à-dire de travailler d'abord sur vraiment toutes les innovations financières. On investit dans toutes les sortes de classes qu'on appelle des classes d'actifs, des D'accord. actions, des obligations, des infrastructures, du Mmh. private equity. Et puis d'avoir cette vision aussi holistique au sens de on veut être un acteur qui fait évoluer les réglementations, les comportements, la discussion, y compris avec les ONG. Voilà, c'est ça un petit peu notre particularité. Mais on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres. On est très ouvert Ah, trop bien. à des partenariats. On a travaillé notamment sur la création de méthodologies. De bonnes La, pratiques, en fait, dans le secteur. Ouais, les méthodologies, la mesure d'impact, par exemple. D'accord. Mesurer notre impact. Comment est-ce qu'on mesure que nos Oui, c'est vrai que c'est portefeuilles intéressant parce que ont ça, un c'est toujours ça, compliqué de mesurer son exactement. impact. Son impact sur le climat, par exemple, ce qu'on appelle l'empreinte carbone de nos Mmh. portefeuilles, son impact sur la biodiversité. Eh bien, ça, c'est des méthodologies de mesure. Et ces méthodologies, on les travaille jamais tout seul. On les travaille avec des consultants, mais aussi avec des pairs, avec Des d'autres parents. entreprises du secteur C'est d'asset un peu une management. pérémulation, finalement, qui peut servir, Très open source, en fait, si vous voulez, voilà. comme démarche. Voilà. Et je me demandais, Mirova, comment elle choisit les projets dans lesquels il veut investir, en fait? Il veut investir? C'est C'est quoi? Est-ce que ce sont des personnes qui viennent à vous qui, en fait, qui «postulent» entre guillemets pour faire partie des investissements de Mirova? Ou c'est vous qui les démarchez? Les 2, ça dépend Ouais, du type d'investissement. C'est quand on investit dans une entreprise naissante ou et qu'on accompagne, là, c'est souvent elle qui vient nous voir. Quand on investit dans des grandes entreprises cotées en bourse, bah, bien c'est sûr. plutôt nous qui allons identifier ces entreprises-là. En fait, on a, un processus de Mmh. gestion, un processus d'analyse, qui, si je devais le décrire de façon simple, consiste d'abord à essayer de comprendre les enjeux, auxquels on fait face. C'est quoi les grands enjeux? C'est quoi le climat, la biodiversité, l'inclusion, les inégalités? Et ensuite, essayer de comprendre quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ces enjeux. D'accord. Quelles sont les solutions technologiques? Quelles sont les solutions en termes d'organisation, de comportement, et Oui, pour cetera? voir finalement si vous êtes en phase avec tel ou tel, Exactement. Et sujet. ensuite, on va trouver les entreprises qui sont les mieux positionnées sur ces solutions et on va investir dans ces entreprises-là. Donc on a une équipe, d'une vingtaine de personnes qui Mmh. fait, spécifiquement de l'analyse environnementale et sociale. C'est-à-dire qui Et qui identifie, arbitre. voilà, qui donne des scores, qui essaye de comprendre, vraiment est-ce que ces enjeux ont été bien compris, y compris jusqu'à la direction générale des entreprises et est-ce que, elles font vraiment, enfin, elles sont un élément, important dans la stratégie de l'entreprise. D'accord, et au niveau, de l'inclusion, donc on parle beaucoup d'environnement, de climat. Bien sûr. Et quelles sont, les actions de Mirova et les types d'investissements au niveau inclusion? Justement, vous parliez beaucoup de l'égalité des chances, un sujet qui vous tient à cœur. Oui. Comment vous avez pu le retranscrire, dans Alors votre société? comme je le disais, c'est déjà plus difficile que sur les sujets environnementaux, Oui. hein, mais on le fait, de façon aussi importante à travers différents types d'investissements. D'abord, on est un acteur, historiquement, un des acteurs importants du financement de l'économie sociale et solidaire Mmh. en France, et donc ça, c'est évidemment un élément clé parce que, c'est une économie qui est orientée de façon forte, sur les questions de l'inclusion, de l'accès à l'emploi, des personnes en situation, vulnérable, et cetera. Mmh. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, sur les sujets sociaux, on s'intéresse, à la question de l'emploi. On a un fonds qui est spécialisé sur l'emploi en France, donc qui regarde évidemment la question de l'emploi de façon quantitative, c'est-à-dire les entreprises qui créent de l'emploi, mais évidemment aussi de façon qualitative, c'est-à-dire des emplois, décents, des emplois de Mmh. de bonne qualité. Ensuite, on a, un fonds plus spécifiquement orienté sur les questions de l'inclusion, notamment, d'abord sur l'égalité homme-femme. Donc on a des règles d'investissement, dans ce fonds-là, par exemple, qui regardent le pourcentage de femmes dans, les comités exécutifs. Aujourd'hui, si vous regardez au niveau mondial, dans les 1000 principales entreprises du monde, dans les comités exécutifs, les femmes représentent environ 15 des comités exécutifs. Donc nous, on s'est fixé un minimum, en fait, à 30 pour Et pouvoir investir. d'accord, dans une entreprise en fait, vous ciblez, par exemple, les entreprises qui respectent ce pourcentage, par Exactement. exemple? D'accord. Exactement.
avec la conviction que c'est un élément de performance, en fait. C'est bien parce qu'en fait, au bout du bout, notre objectif, c'est quand même on est des investisseurs. Donc, on cherche à investir dans des entreprises qui vont être performantes. Ouais. Et puis, on a élargi cette vision-là à l'ensemble des sujets d'inclusion que traite l'entreprise. Et donc là aussi, à regarder comment l'entreprise réussit à avoir des directions qui sont diverses, au sens beaucoup plus large. Qui est vraiment une richesse au sein de Une richesse au sein de l'entreprise l'entreprise, qui est, dont toutes les études démontrent en fait que c'est un facteur de performance, évidemment. Voilà, en fait, les différentes choses. Et puis, on a aussi, là, créé un fonds, là, plutôt sur la partie donc investissement dans les entreprises innovantes. Oui. Donc des startups, des entreprises Quel que soit le secteur. et là, spécifiquement sur les sujets sociaux et sociétaux. Donc, par exemple, ce qu'on appelle la silver economy, donc les entreprises qui apportent des solutions pour l'accompagnement des personnes âgées. Voilà, donc on a et là, il y a beaucoup d'innovation qui se fait, y compris d'innovation tech, pour apporter des solutions. Et donc là, on veut être un accélérateur et un financeur. Donc, vous voyez, c'est quand même un spectre assez large, c'est-à-dire à la fois l'innovation de start-up, l'économie sociale et solidaire, là où on est vraiment au plus près du terrain, et entre les deux, les entreprises et comment les entreprises abordent ces questions de diversité. Et le facteur commun reste quand même la performance et la rentabilité. Absolument. On doit retrouver, quel que soit alors une performance performance. Nous, on aime bien parler de performance économique, environnementale et sociale. Oui. Voilà, la performance, c'est quelque chose qui se mesure de façon large. La performance, ce n'est pas que la bottom line, que le profit, mais c'est ça, cet ensemble-là. Et ce qui est génial dans ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on peut concilier performance, compétence avec l'aspect social aussi, ce qui n'est pas forcément évident dans la tête et dans l'esprit de tout le monde, parce que ça peut être antinomique parfois. Ça peut l'être. Il faut aussi reconnaître que ça peut l'être quand on va chercher, par exemple, à essayer d'avoir les salariés qui coûtent le moins cher possible. Et donc les questions de délocalisation, par exemple, ou de mondialisation ont été des contre-exemples en fait de ces prises en compte d'impacts environnementaux et sociaux, en tout cas dans nos sociétés. Donc, je crois qu'il faut accepter aussi les contradictions. Simplement. Il faut qu'on arrive à démontrer qu'une politique structurée, cohérente autour de ces questions d'égalité des chances, de diversité, est une chance pour l'entreprise à long terme. Et c'est ça qui est important à démontrer. Donc, il y a l'aspect, encore une fois, pédagogie. Absolument. Qu'on retrouve à toutes les étapes Absolument. Tout à fait. de recrutement, en fait, de différents... Et évidemment, on l'applique à notre niveau de petite entreprise aussi, parce qu'il faut aussi démontrer qu'en tant qu'entreprise, on n'est pas que des donneurs de leçons, parce que nous, on est un peu investisseurs. Donc, effectivement, on a tendance à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et donc, la meilleure façon, c'est aussi de montrer qu'on le fait. Donc, là aussi, et c'est aussi une façon de se rendre compte de la difficulté de le faire. C'est-à-dire, vous respectez, par exemple, des quotas de... Très difficile, c'est extrêmement difficile. Notamment sur la question du handicap, c'est une question extrêmement complexe, extrêmement difficile. 10%. Parce qu'on est une petite entreprise, parce qu'on est sur des secteurs très spécifiques où malheureusement le système éducatif n'a pas réussi à apporter suffisamment de personnes. C'est vrai qu'on dit que... Seuls 2% des personnes en situation de handicap font des études supérieures. Voilà, et donc nous, on est quasiment 90%, entre 90 et 100% de nos employés sont des gens qui ont fait des études supérieures. Donc, on voit bien cette difficulté sur la place des femmes, c'est pareil. On a aujourd'hui effectivement un comité exécutif avec 10 personnes, et il est équilibré, il est 50-50, mais c'est le fruit d'un long cheminement. On a aussi fait beaucoup d'efforts pour que dans les équipes d'investissement, il y ait plus de femmes. Après, c'est vrai que peut-être il y a moins de femmes dans la finance en règle générale. Bien sûr, il y en a moins. Ça veut dire qu'il faut respecter la parité. Effectivement, il faut faire des efforts particuliers là-dessus. Puis ensuite, il y a le côté multiculturel, le fait qu'on soit diversifié au niveau international, qu'on ait maintenant des filiales un peu sur les 4 continents. La façon d'essayer de faire travailler c'est l'ensemble de ces personnes ensemble et de combiner les cultures, c'est aussi quelque chose de très important. Oui, c'est une vraie richesse. Et vous collaborez aussi avec des ONG ?
On un petit collabore, peu bien sûr, on collabore avec des ONG. Alors, on collabore avec des ONG de différentes façons. comme D'abord, on les pour écoute. la nature? D'abord, on les écoute. C'est un des éléments qui entre en ligne de compte dans nos analyses. Et donc ça, je pense que c'est clé. Elles ont un discours, un message à faire passer qui est différent. Et donc, il faut les écouter. Souvent, elles ont des informations qui sont aussi pertinentes. On travaille ensuite avec les ONG aussi à travers notre philanthropie, puisqu'on a, nous aussi, une philanthropie. On a créé, Vous avez une on a une fondation? fondation, on a un fonds de dotation qui s'appelle Mirova Foundation, Mmh. et qui travaille avec beaucoup d'associations et d'ONG, notamment sur des questions comme la précarité énergétique, OK. l'accès à l'énergie dans les pays en développement, l'égalité des chances, le climat, la biodiversité. Voilà, et donc sur toutes ces dimensions-là, on travaille évidemment avec d'autres Donc c'est associations. vraiment, très, très varié. On part de finances responsables, finalement, à un impact beaucoup plus global sur tous les sujets, d'inclusion, de nature, d'environnement, de philanthropie aussi, de création de Ben, fondations et la c'est finance est ouais, vraiment au cœur de OK. l'économie. C'est une évidence, en tout cas, ça. Mais c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que pour, une personne lambda qui n'est pas concernée, qui ne connaît pas du tout la finance, pour qui tout est flou, hem, on se rend compte aussi du côté, responsable, éthique que peut avoir cette finance, qui est pas évident, de prime abord. C'est pas évident, Voilà, c'est un combat de chaque jour. voilà. Concernant la finance justement, durable, responsable, comment vous voyez, son avenir Bah, son avenir, il est un peu lié à l'avenir, de la planète? oui, et puis Oui. des sociétés. Enfin, on voit bien aujourd'hui quand même qu'on est dans un contexte qui est assez difficile. Il faut quand Mmh. même bien en être conscient, hein, un contexte géopolitique très, très complexe. Et puis un contexte économique aussi qui est très, très difficile. Et puis les questions environnementales et sociales sont quand même en train de passer un peu au second plan. Aujourd'hui, on parle de guerre, on parle de problématiques de populisme, de dangers sur la démocratie, et cetera. Donc, les questions environnementales et sociales passent enfin voilà, un peu au second plan. Mmh. Et donc la finance durable, elle est confrontée à ça. Et je crois que quand on est confronté à ce type de situation, je crois que c'est très important de rester en phase avec la réalité, surtout Ouais. de ne pas être dans le déni, en fait. C'est-à-dire que si on est dans le déni et que on se met à faire simplement de l'indignation par rapport à ça, Mmh. et se rapatrier en fait dans un petit cocon, je pense on perd son utilité. Donc moi, je crois que la finance durable, elle doit se confronter à ça. Aujourd'hui, c'est plus seulement on n'est plus dans la facilité de se dire, voilà, j'ai un peu d'argent à gérer, je vais le mettre dans les énergies renouvelables ou dans le véhicule électrique et puis je suis content. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se confronter aussi à la transition, au fait Mmh. qu'il y a des entreprises qui sont en train de bouger, plus ou moins vite, avec plus ou moins de sincérité. Ouais. Et il faut accompagner ce mouvement-là, aussi accepter la confrontation de temps en temps. Voilà, c'est ça un peu l'avenir que je vois. C'est un avenir qui est pas un long fleuve tranquille, en fait, hein, mais Et vous parlez justement de guerre, de l'aspect géopolitique qui est fortement instable. Est-ce que tous ces éléments viennent impacter, les fonds d'investissement? bien sûr, de façon extrêmement forte. Enfin, évidemment, la guerre en Ukraine a Mmh. été un élément heu, Oui, déterminant. absolument déterminant, sur l'économie de façon générale, sur le prix de l'énergie, sur l'inflation et donc sur la finance, sur l'augmentation des taux d'intérêt qui en ont été une conséquence de ça. Et donc oui, bien sûr que ça a un impact, extrêmement fort. Mais on le voit, aujourd'hui avec les grandes négociations internationales. La COP, climat, a Oui. lieu, cette année, en 2025, à Bakou en Azerbaïdjan, Mmh. et la quasi-totalité des pays boycottent aujourd'hui, ne veulent pas aller, Elle est là. en Azerbaïdjan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le système multilatéral de discussion entre les pays sur des questions comme le climat, Mmh. ne fonctionne plus. Et d'une certaine façon, ça donne aux entreprises presque plus de responsabilités parce que, si, Comme si elle voulait prendre le relais finalement. il faut qu'elles prennent le relais. Oui. Et il faut qu'elles prennent le relais, et comme la dynamique au niveau de l'évolution de l'économie me semble être, là, à l'inverse, irréversible, Mmh. je crois qu'on accorde des fois presque trop d'importance, à telle ou telle élection, aux États-Unis ou ailleurs. Je crois que, la dynamique de transformation, elle est là. Et donc, nous, en tant que financiers, il faut qu'on continue de Qu'on l'accompagner. accompagne, Ouais. d'accord. Et au-delà de
de tous ces enjeux, toujours en lien avec la finance, vous avez une passion depuis petit, liée aussi à l'histoire, qui est l'écriture. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Je suis sûre que ça doit intéresser nos auditeurs. Oui, c'est une passion pour l'écrit. J'adore lire, mais aussi écrire. Alors, c'est un besoin, je dirais, qui a plusieurs. C'est un peu un échappatoire Bon, peut-être à la aussi? fois, alors c'est à la fois un échappatoire, c'est à la fois une façon effectivement de faire de l'introspection, mais c'est aussi une façon de poser les choses. C'est-à-dire que j'ai toujours le sentiment que tant que les choses ne sont pas écrites, Figé. elles sont pas figées. Voilà, elles sont toujours mouvantes. Bon, même quand elles sont écrites, elles sont pas figées. Mais disons que dans la rédaction, ça me permet d'avoir une structure. Toute la réflexion sur la finance durable, si vous voulez, quand j'ai voulu vraiment avancer là-dessus, j'ai écrit un livre. En 2009, D'accord, j'ai écrit un ouais. livre sur l'investissement durable, pour revenir sur l'historique, essayer de comprendre. Et donc, l'écrit est un élément très, très important. Et puis, c'est aussi une façon de faire un pas de côté. Puisque bon, j'écris à la fois des essais, mais aussi des romans. Mmh. Et D'accord, donc, des romans aussi. des romans qui parlent de finances quelquefois, puis quelquefois qui parlent de choses qui ont rien à voir, des romans historiques. Mmh. Mais c'est une façon de faire un pas de côté et de dire aussi des choses que peut-être je peux pas forcément dire de Dire en façon temps direct, en normal, temps normal, dans mes un nouveau fonctions mode, habituelles. un autre mode d'expression un peu Je différent, crois, ouais. et je crois que quand je parlais d'alignement et de cohérence tout à l'heure, il y a ce qu'on fait à l'extérieur, ces engagements, politiques, associatifs, et cetera. Il y a ce qu'on fait effectivement L'activité son activité professionnelle, et puis il y a effectivement ce qu'on fait dans des activités autres, mmh. qui peuvent être artistiques, sportives ou autres. Et je crois que malgré tout, au bout du bout, tout ça, ça fait un humain, quoi. Voilà, Ouais. ça fait une certaine cohérence, et on a cette unicité malgré tout. Et vous avez d'autres projets qui arrivent, Des projets, d'écriture ou des, quels qu'ils soient? Non, mais les projets, ben, d'abord, Mirova est une très belle histoire, mais une Mmh. histoire qui reste récente. Enfin, ça fait une dizaine d'années, et j'ai la chance d'être accompagné par une équipe vraiment, formidable qui a envie d'avancer, de D'avancer. continuer. Le développement international de Mirova a été très, très fort ces dernières années, donc on Continue continue. son avancée, mais est-ce que vous avez un événement que vous voulez organiser? Un nouveau livre? Je sais pas, quelque chose de une date, une échéance qui vous tient à cœur? Non, je sais pas. Enfin, écoutez, on a fêté les 10 ans de Mirova, donc Ouais, c'est on déjà s'est projeté à un horizon qui est l'horizon 2030, donc qui maintenant est un horizon un petit peu, voilà, long terme. long terme, mais enfin, Moyen terme. à force de dire qu'il est long terme, Ouais, il se il commence, rapproche. à se rapprocher, y Ouais. compris sur les questions climatiques. Donc voilà, donc on a cette ambition-là. Ouais, quant D'accord. au projet d'écriture, oui, j'en ai tout le temps, Mmh. Bon, donc on reste connectés, voilà. on va suivre ça de très près. Maintenant dans Dialogue, c'est au tour de l'invité, de me poser 3 questions. Donc, je vous écoute Philippe, si vous voulez bien poser, vos questions. Bon alors, peut-être une première juste sur les podcasts eux-mêmes. J'ai fait moi-même aussi cet exercice-là D'interviewer? d'interviewer, de passer de l'autre côté. Ouais. Est-ce que, il y a des, moments particuliers ou peut-être une personne en particulier qui vous a marqué, dans les différentes interviews? Ah alors là, j'en ai fait quelques-uns, quelques-unes d'interviews. Un moment particulier, hem, en fait, j'appréhendais un petit peu parce que j'ai interviewé un champion, paralympique de cécifoot et j'appréhendais un petit peu parce que je savais pas tellement comment m'adresser, à une personne qui ne voyait pas. C'est Tout intéressant ça, parce simplement que voilà, là vraiment c'est ouais. parce qu'il y a beaucoup d'échanges, c'est un podcast, mais il y a beaucoup d'échanges aussi dans le regard pour, créer, aussi une connivence et une Sûr. complicité pour, avoir un échange et en fait, l'échange s'est fait tellement naturellement et on se rend compte qu'on peut développer d'autres sens, même si on n'a pas le regard qui se connecte et ça a été au départ un peu perturbant et en fait, tout de suite, on a matché et ça s'est hyper bien passé. Donc voilà, suivez l'interview bientôt de Gaëlle, Rivière qui arrive. Mais voilà, ça c'était C'est intéressant parce que un moment sur marquant. les cécifoot, en fait, les spectateurs, ne peuvent pas parler. Donc Ouais. il y a ce silence aussi Il y a qui un respect qui est incroyable parce que ouais. dans le sport, il y a beaucoup d'euphorie, on a envie d'encourager les joueurs et là, je sais pas si vous avez vu la finale par exemple, de cécifoot.
Non, alors j'ai pas vu Incroyable. la finale CC-Foot, mais du coup, ça me permet de faire une transition sur Ouais. ma deuxième question, parce que j'ai pas vu la finale CC-Foot, mais j'ai vu les finales d'escrime en fauteuil au Grand Palais, qui était évidemment un moment absolument extraordinaire aux Jeux Olympiques. Et donc, justement, j'avais une question sur... on a vécu un moment extraordinaire aux JO, Mmh. notamment aux Jeux paralympiques, de visibilité. Euh, est-ce que vous pensez qu'il en reste quelque chose et qu'on arrive à avoir un effet positif dans la société après cet événement? Alors, je pense que dans tous les cas, ça ne peut être que positif pour la suite. Je pense qu'il y a un avant et un après. Après, on s'est rendu compte à la rentrée que le soufflet était un peu retombé quand on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de personnes en charge du handicap nommées au gouvernement. Donc là, ça a été un petit peu, une grosse déception parce qu'il y avait beaucoup, d'engouement autour des Jeux paralympiques et finalement, ça n'a pas suivi. Il y a eu pas mal de coupes budgétaires aussi au niveau de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap qui a été annoncée il y a quelques semaines. Donc là aussi, ça a été encore une déception. Mais je pense que malgré tout, dans, l'esprit des personnes, dans la perception du handicap, ça a été très positif parce que je pense que maintenant dans la tête, dans l'esprit des gens, ils ils se rendent compte qu'on peut associer compétences, performance et handicap et qu'en fait, via le sport, je pense que c'est le meilleur vecteur d'inclusion parce qu'on ne voit plus le handicap Mmh. comme une faiblesse, comme un moins Ouais. finalement, mais justement, comme vous le disiez tout à l'heure, comme un facteur de richesse, que ce soit en entreprise, que ce soit dans des associations, dans des groupes. Le fait que ce soit mixte, c'est très, très riche Mmh. pour une équipe, dans le sport, dans l'entreprise Absolument. et Ouais. et voilà et je pense que ça, si les entreprises pouvaient en tenir compte de plus en plus, ce serait un formidable, levier de performance pour tout le monde, quoi. Alors j'avais, pour ma dernière question, Ouais. je voulais aborder la question du luxe, Oui, parce que vous avez beaucoup travaillé dans des marques de luxe. ouais. Et le luxe, ben, typiquement, c'est une industrie qui fabrique de l'image, en fait. Et donc son rôle sur les questions de diversité, d'inclusion, sur le handicap, mais beaucoup plus largement, Ouais. est absolument essentiel. Comment vous voyez aujourd'hui est-ce que vous trouvez que les marques de luxe ont pris ce virage de façon suffisante? En fait, il y a 2 sujets. Il y a le sujet, hem, de représentation des personnes en situation de handicap que je trouve, complètement absent, des défilés, des créations aussi, qui ne sont pas forcément, adaptées et aussi des publicités. Parce qu'on les voit pas spécialement. Il y a par exemple L'Oréal qui fait un défilé avec, des personnes vraiment, variées, qu'elles soient, rondes, de différentes, couleurs ou avec des handicaps. Mais au-delà de ça, on reste vraiment sur des, stéréotypes, de classiques de défilé. Mmh. Hem et dans un autre, registre, dans un autre côté, les, les départements diversité et inclusion sont de plus en plus, hem, importants dans les grandes maisons, Mmh. mais elles restent très, très discrètes. Mmh. Notamment, je suis intervenue il y a pas longtemps chez Hermès. Mmh. Ils ont un énorme pôle de référents handicap. C'est quelque chose qui est très, très ancré chez eux. Pareil Chanel, c'est énorme. Ils communiquent pas du tout à l'extérieur, dessus. Donc c'est tout à leur honneur et chez LVMH, par exemple, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a un vrai chemin, un vrai cheminement en interne, D'accord. qui se fait. Mais donc c'est très, très positif, quel que soit, le handicap, mais pas que, la diversité, l'inclusion. Ils ont, il y a beaucoup aussi, je sais, qui font des hackathons Mmh. en interne Mmh. pour réfléchir sur les questions, d'inclusion, d'accessibilité et je trouve ça formidable parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont, engagées, des collaborateurs, en fait, sur ces sujets-là. Donc voilà, il y a vraiment ces 2 axes, mais ce serait chouette de voir plus de personnes, différentes sur les podiums. Voilà. Merci. Et voilà, est-ce que vous avez quelque chose à nous, partager de votre, vécu? Quelque chose que vous aimeriez réaliser? Pour terminer sur une petite note, Sur aussi d'espoir, sur une petite note positive d'espoir. Écoutez, ou un conseil pour les étudiants justement?
Non, mais je crois que ce que je disais tout à l'heure sur les étudiants et sur l'alignement, je crois qu'on on voit que les générations aujourd'hui sont extrêmement impliquées, les jeunes sont très, très impliqués. Quête de Heu, sens aussi. voilà, maintenant je sais que le monde, qu'on est en train de fabriquer est très très différent. Je pense que le sujet de la technologie et notamment de tout ce qui est, intelligence artificielle Mmh, va être un bouleversement qu'on mesure aujourd'hui encore pas réellement, mmh. à son juste niveau. Ça va être absolument considérable et donc le comment est-ce qu'on arrive à réaligner cet enjeu, les enjeux environnementaux et sociaux avec cette explosion, technologique et je crois un des sujets qui va être un des éléments clés dans l'avenir. Voilà, D'accord. moi, vous savez, moi Mmh. je suis grand-père, OK, super, un jeune grand-père. j'ai une petite fille de 4 ans, OK, donc voilà, c'est sûr c'est que vrai. je pense ça me fait, j'imagine un peu, je pense. J'ai pas, la prétention de penser qu'on peut réellement savoir quel monde on fabrique pour demain. Mais au moins, vous Heu, faites tout pour, mais voilà, je pense qu'en tout cas, c'est une préoccupation qui est que ce soit essentielle. positif. Bon, bah, super. Je vous remercie, Philippe Zawati, pour votre Merci, temps et la qualité de vos réponses et n'hésitez pas à merci. mettre, 5 étoiles et un petit, commentaire pour, nous faire plaisir et je suis sûre que ça donnera beaucoup de force, à notre invité qui est là aujourd'hui. Merci beaucoup.